Je m'appelle Riyad Benjelili, je suis actuellement directeur des études et de recherche à la compagnie arabe d'assurance d'investissement et des risques de crédit d'exportation qui est localisée actuellement au Koweït. Aujourd'hui, je suis là pour inaugurer le lancement de mon livre, Les réformes économiques en Tunisie, une urgence en quête de leadership, qui est un livre qui est parrainé par le think tank Josoul pour les politiques publiques. Alors, bien évidemment, une question qui se pose, c'est qu'apporte ce livre-là en termes de valeur ajoutée par rapport à d'autres? Bien évidemment, cela laisse supposer que j'ai une connaissance exhaustive de tout ce qui a été proposé. J'ai une connaissance de tout ce qui a été proposé, en fait, de façon fondamentale au niveau institutionnel, comme la note d'orientation, comme les propositions, pour l'instant, qui émanent du forum, bien d'autres rapports qui ont naturellement tenté de comprendre, d'identifier les problèmes économiques en Tunisie. Donc par rapport à l'ensemble de ces considérations-là, l'apport c'est d'abord au niveau de l'identification des problèmes, il y a quelques nuances, il y a quelques différences. Des différences qui concernent l'évaluation du potentiel productif en Tunisie. Pourquoi notre potentiel a été affecté? Et je démontre au niveau du livre que ce potentiel a été affecté non seulement à partir de la période post-révolution, mais bien avant la période post-révolution. Une dizaine d'années avant la révolution, on a déjà des indicateurs clairs qui montrent que nous avons un affaissement, que nous avons une déclinaison continue du potentiel productif en Tunisie. Et donc, je pars de l'identification des éléments qui sous-tendent un peu cette faiblesse-là, pour ensuite définir avec une méthodologie tripartite, donc il y a une méthodologie avec une approche macroéconomique, avec une approche microéconomique, mais aussi avec une approche institutionnelle, d'essayer de définir les éléments qui constituent des éléments de blocage par rapport à ce potentiel productif. La seconde valeur ajoutée à partir de là, c'est d'être sélectif au niveau des réformes à mettre en œuvre. Parce que j'ai une conviction qui est d'ailleurs partagée par les expériences dans bien d'autres pays qui ont connu aussi une phase de transition démocratique, c'est que le changement passe nécessairement par une priorisation des réformes. Donc il faut diminuer le nombre de réformes de façon conséquente avec le cadre, la capacité d'absorption de ces réformes au niveau de l'économie, au niveau de la société, mais en même temps que ce soit les réformes qui sont susceptibles d'enclencher une dynamique, donc laquelle dynamique va créer un environnement totalement différent. On en discutera, donc dans 10 ans, très probablement, on aura besoin de faire d'autres réformes qui n'ont rien à voir avec les réformes qui ont initié cette phase de consolidation de la démocratie. Donc, de ce point de vue-là, j'identifie deux piliers de réforme. Il y a un premier pilier de réforme qui est une réforme pro-croissance et pro-investissement, et un deuxième pilier qui est une réforme qui soutient fondamentalement la situation des finances publiques, donc en d'autres termes, la question de la soutenabilité de la dette, et qui en même temps donne les a priori, la stratégie pour aborder les questions économiques et sociales, surtout les questions sociales, en ce qui concerne les subventions, en ce qui concerne la retraite, en ce qui concerne la sécurité sociale, lesquels éléments sont en relation, bien évidemment, avec aussi bien la sphère économique que la sphère de la stabilité sociale. Et puis, l'autre valeur ajoutée du livre, c'est que, outre la précision de ces réformes qui rentrent dans le cadre de ces deux axes, il y a aussi une précision des priorités. Donc, je réponds à la question, comment faire pour atteindre tel objectif? Et donc, ce sont des propositions concrètes, d'accord, qu'on peut tout à fait discuter. Et je me veux fondamentalement pragmatique au niveau de l'évaluation de ces priorités-là. Mieux encore, après avoir fixé donc les réformes et les priorités au niveau des réformes, il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect de l'économie politique de la réforme, qui prend en considération qu'il y a des défenseurs du statu quo. Il y a des éléments qui handicapent le changement ou la réforme. Alors comment interagir par rapport à ces éléments-là pour que l'on puisse réellement atteindre ces objectifs? Donc le livre comporte aussi les éléments méthodologiques qui permettent d'aborder, qui permettent d'approcher de façon pragmatique ces propositions de réforme au niveau du décideur. Et quelles sont les conséquences au niveau de ces choix-là, au niveau de ce séquencement, en fonction de deux axes fondamentaux. D'abord, l'impact attendu de ces réformes-là, en termes de croissance, en termes de bien-être,
et aussi en termes de coût de ces réformes. Alors le coût, c'est un coût budgétaire, mais aussi c'est un coût politique. Et donc celui qui entame une réforme, il entame en même temps son capital politique. Et lorsqu'il entame son capital politique, il est obligé de rationaliser son action en vue tout simplement de mener convenablement l'ensemble de ces réformes jusqu'à atteindre les objectifs voulus par ces réformes-là. Il est clair que le terrorisme peut être analysé sous l'angle économique. Il y a même une spécialité à part en économie qui traite de l'économie du terrorisme, de la violence, du crime, etc. D'accord ? Il est clair aussi que les éléments qui sous-tendent tout simplement le terrorisme sont aussi liés au contexte économique et social. Et ce contexte économique et social renvoie généralement à la marginalisation, renvoie à la pauvreté et renvoie entre autres à une perception urbaine. Quelle est la perception de l'urbanisation au niveau d'un pays et quel est aussi le développement géographique, quel est le développement urbain dans un pays donné. Je vais donner un exemple très simple. Lorsque vous êtes en France et vous essayez par exemple de passer les frontières, de la France par exemple vers la Belgique ou de la France vers l'Allemagne, de la France vers l'Italie, etc., vous allez constater que les villes avoisinantes sont généralement très fleuries, que l'urbanisme est très développé et que les éléments qui marquent cette différence sont là. L'infrastructure est différente, les indications sont différentes. Donc pourquoi est-ce que l'État français a opté pour cet élément-là? C'est pour tout simplement montrer que réellement celui qui appartient de l'autre côté à l'autre côté, le côté français, se différencie de la côté qui est avoisinante. Donc il cherche réellement à créer ce démarquage pour donner plus confiance, pour développer le sentiment d'appartenance. D'accord? Donc ça aussi, c'est un élément que l'on doit prendre en considération lorsqu'on est sur une frontière avec l'Algérie, lorsqu'on est sur une frontière avec la Libye, etc. Et non pas laisser tout simplement ces espaces-là, des espaces en quelque sorte marginalisés. Comment répondre à leurs besoins? Alors, pour répondre à ces besoins-là, il y a une première considération, c'est la considération citoyenne. Donc, on répond aux besoins de citoyens indépendamment du lieu où ils vivent. Donc, le citoyen a besoin d'éducation, le citoyen a besoin de santé, le citoyen a besoin de communiquer, le citoyen a besoin de se déplacer, d'accord? On lui donne ces moyens-là, donc toute l'infrastructure qui sert à ça. En revanche, on ne peut pas faire en sorte que les espaces industriels soient dispersés de façon indépendante des objectifs à atteindre. Par exemple, une économie extravertie tentera tout simplement de transformer un produit et puis naturellement de le faire cheminer par les ports existants, par les aéroports. Le plus souvent, il se trouve au niveau du littoral. Donc, il faut très probablement utiliser le secteur tertiaire, par exemple la nouvelle technologie, etc., pour faire le lien avec les autres espaces, pour donner une possibilité de mobilité. D'accord ? Et à ce niveau-là, en fait, il y a aussi un principe général qu'il faut adopter, c'est la philosophie de raisonner la région. Comment on raisonne la région en Tunisie? Est-ce qu'on raisonne la région comme étant tout simplement un soutien à la compétitivité? Est-ce qu'on raisonne la région comme étant un soutien à l'activité économique? Est-ce qu'on raisonne la région comme étant un réservoir de main-d'œuvre à bas salaire? Comment on raisonne cette région-là? Donc, je parle au niveau du livre de l'expérience tunisienne. N'oublions pas que la Tunisie a une expérience en matière de planification régionale, mais elle a aussi une histoire, un séquencement en quelque sorte de failles, un séquencement de problèmes au niveau de cette perception de la région et cette perception de la planification régionale. Donc nous avons besoin d'évaluer convenablement les besoins. Nous avons besoin de comprendre ces besoins. Nous avons besoin de décentraliser la décision en matière d'atteinte à ces besoins-là et comment aussi tout simplement satisfaire ces besoins-là. Je pense que déjà, le premier aspect, c'est un contrôle du marché parallèle. Alors, quand on parle de contrôle de marché parallèle, cela laisse entendre qu'il y a plusieurs segments au niveau du marché parallèle. Le segment propre au terrorisme, etc., c'est un des segments, ce n'est pas le segment fondamental, d'accord? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire combien cela représente du secteur informel. Mais il est certain que c'est une brèche importante.
Et cette brèche est véhiculée par quoi? Par du liquide. Donc le contrôle du liquide est un élément indispensable. D'accord? Le contrôle de liquide, qui est d'ailleurs, il y a des lois qui ont été donc adoptées à ce niveau-là. Il y a un contrôle supplémentaire qui a été adopté à ce niveau-là pour faire en sorte que l'échange par le liquide diminue dans l'économie. D'accord? Parce que c'est le vecteur fondamental qui permet à ces gens-là tout simplement de faire passer des armes, d'acheter des armes, etc. Donc en fait, le contrôle du liquide, il y a aussi en fait bien évidemment tout ce qui est intelligentsia. Donc là aussi c'est un élément qui est propre à l'aspect sécuritaire, d'accord? Mais il est vrai qu'en ce qui concerne l'économie formelle, en ce qui concerne ce segment de l'économie formelle, la liquidité et le contrôle de ces liquidités et aussi le contrôle de la corruption. N'oublions pas que s'il y a une marchandise qui est transportée d'un lieu à un autre, il y a nécessairement une brèche quelque part, d'accord? Et cette brèche-là est le plus souvent liée aussi soit à une mauvaise perception du contrôle, d'accord? Donc il faut naturellement colmater cette brèche-là, soit tout simplement une corruption dans le contrôle. Et donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, il faut aussi apporter les solutions nécessaires, parce qu'on voit très très bien, un individu qui s'enrichit de plusieurs centaines de millions de dinars, hein, il cause la mort de nos soldats, il cause la mort de nos familles dans le sud. Donc c'est un crime extrêmement grave. Mais on ne se rend pas compte lorsque ce crime-là concerne par exemple une petite corruption de 5 dinars, 10 dinars qui est donnée à un fonctionnaire, etc. On se dit oui, mais ça c'est différent. En fait c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Parce que dès le moment qu'on accepte à tolérer ce phénomène-là, on ne peut plus contrôler son étendue.